ya ocupa el asiento. Les pedimos que ocupen sus asientos para la última conferencia. Dominique Perrault es un arquitecto francés, creador de la biblioteca François Mitterrand en París. En el año 2010 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura por su obra. Entre sus proyectos en curso destacan la remodelación de la Plaza Garibaldi en Nápoles, el Palacio de Congresos y Exposiciones de León en España, la rehabilitación, ampliación de la antigua Facultad de Ingeniería Mecánica, la Biblioteca Central y la construcción del Teaching Bridge de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne. Con ustedes, Dominique Perrault. Avec différentes interventions, qu'elles soient à l'échelle de la planète ou beaucoup plus modestes à l'échelle d'un quartier. Toutes ces interventions posent la question de la transformation, de la mutation de la ville en tant que cité, c'est-à-dire la ville qui est née de la culture de ces 20 derniers siècles, et même un peu avant, car certaines sont nées de ces villes bien avant le début de notre ère. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'incertitude en termes de définition de la question métropolitaine. Et je vais vous présenter un travail, plutôt des travaux, puisque ce sont deux travaux qui concernent la ville de Naples et la ville de Paris, ou tout au moins le Grand Paris et le Grand Naples, à partir de la mise en place du réseau de métro, le nouveau métro de Paris, le nouveau métro de Naples. Nous avons en fait essayé de rapprocher, non pas pour comparer, non pas pour analyser, mais plutôt pour conforter, pour échanger et pour multiplier les expériences que l'on peut avoir d'un côté avec le Grand Paris, son histoire, sa géographie, sa politique aussi, et puis de l'autre côté, Naples, son histoire, sa géographie et aussi sa politique. Donc il ne s'agit pas d'un travail académique, il s'agit d'un travail plutôt de fiction d'une certaine façon, c'est-à-dire un mouvement qui nous permet de réfléchir ensemble avec cette résonance entre les villes, entre les métropoles, entre ceux qui construisent, qui imaginent et qui vont vivre et travailler dans ces métropoles. Une première fiction pour lancer la discussion, si je puis dire, ou tout au moins la vision. Le Grand Naples, le Grand Paris. Vous avez ici la Villa Malaparte sur l'île de Capri, de l'architecte Libera. Et cette Villa Malaparte n'est plus sur le bord de la mer, n'est plus au bord de l'île, elle l'ouvre sur le Grand Paris, elle l'ouvre sur la capitale parisienne. Donc l'histoire relie en fait ces deux villes qui a priori ne pensaient pas être aussi métropolitaines qu'elles le sont aujourd'hui et qu'elles sont en train surtout de le devenir. La mise en place des transports, par exemple, cette machine à vapeur créée par un ingénieur français pour la ville de Naples, afin de mettre en place la première ligne de chemin de fer qui fait le tour de la baie de Naples. Autre échange entre l'Italie et la France, toujours avec ce développement de la mise en place de ces transports. Il y a quelques années, à la fin du XIXe siècle,
au début du XXe siècle, mais aussi toute une culture qui a animé l'Europe à cette époque, une culture de transformation comme celle que nous vivons aujourd'hui, mais sur l'ensemble de la planète, avec les gares, mais également l'art, car on illustrait, on visualisait, on faisait des prospectives de ces lieux. On avait de l'émotion ici avec le peintre Giuseppe De Nittis, peintre napolitain, qui va aller à Paris aussi, peindre le Louvre avec les Tuileries. Autre exemple de ce travail d'échange en cette période avec les rues dans chaque métropole, les rues qui s'écrivent comme de la musique, c'est-à-dire avec une plume et du papier, ce que aujourd'hui nous ne pouvons plus faire pour la métropole. Des vues qui sont aussi des collages, où nous avons cet homme qui est à un balcon d'un immeuble parisien et qui regarde la baie de Naples, ou plutôt de l'autre côté, cette fenêtre qui ouvre sur Paris. Ce rapprochement, c'est pour dire qu'en fait, est en train de se mettre en place une substance qui va s'appeler la métropole. C'est-à-dire que ce n'est plus cette ville que l'on dessinait en 2D, dont on pouvait finalement mesurer presque ce qu'elle nous apporterait. Ici, nous sommes dans un travail beaucoup plus expérimental, beaucoup plus complexe, mais surtout qui manipule des dimensions que l'urbanisme, l'architecture et la politique ne connaissaient pas. Les futuristes, avec cette vision certainement beaucoup plus proche de ce que peut être la métropole, avec évidemment la croyance dans le progrès, la mise en place de ces réseaux, de ces constructions qui vont créer le squelette de nos métropoles, premier, deuxième, troisième ring, cinquième ring, etc., avec aussi des rêves extraordinaires en termes de déplacement, des engins. Ça revient. On parle de plus en plus de téléphériques, on parle d'autres modes de déplacement. Il y a donc toujours cet imaginaire qui est extrêmement forgé dans la tête de l'homme pour se déplacer. Mais pourquoi se déplacer? Pour vivre, pour travailler, pour être ensemble, pour créer en fait ce qui constitue le fondement de nos civilisations, c'est-à-dire cette ville devenue métropole. Des images célèbres dans les journaux de l'époque, en 1968, à Paris, une vision où les réseaux sont, comment dirais-je, très, très marqués pour montrer que c'est bien cette structure de transport qui va transformer la ville et nous apporter le bonheur. Ça ne marche pas vraiment, on le sait, mais toujours est-il que cette recherche de mieux vivre en ville, cette recherche passe aussi par la mise en place d'une nouvelle géographie. Une géographie qui est très particulière, car la ville n'avait pas pour ambition, bien au contraire d'ailleurs, de rassembler des vides ensemble, ou plus exactement, de rassembler des morceaux de vide et de ville ensemble. Alors que la métropole, elle, c'est bien sa dimension. Un nouveau territoire, par exemple ici à Paris, avec la mise en place des villes nouvelles. Vous avez le cœur de Paris et les différentes villes qui ont été créées dans les années 70. La mise en place petit à petit de nouveaux réseaux qui vont permettre à ceux qui habitent la métropole de pouvoir se déplacer. La métropole parisienne, le Grand Paris, c'est 60 km de diamètre. C'est donc un territoire qui ne se pratique pas comme autrefois, à pied ou bien en se déplaçant lentement avec des moyens de transport bien répartis comme le métro parisien de la fin du XIXe siècle. Donc se mettent en place ces cartes qui sont totalement abstraites, qui ne représentent finalement aucune chair, aucune émotion, aucun sentiment de vivre ensemble, mais qui nous permettent finalement de passer d'un état à un autre, qui nous permettent surtout d'essayer d'être inscrits sur un territoire plus vaste, plus large, plus complexe, qui va nous permettre de vivre, de travailler, car c'est toujours, et je le redis, le leitmotiv du métropolitain. Comment peut-il arriver en métropole? Comment peut-il se développer, créer une famille, trouver du travail, vieillir en métropole, arriver justement à épuiser, si je puis dire,
tout ce qu'offre la métropole, mais qui finalement est très difficile à atteindre parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens économiques, parce qu'il n'a pas non plus accès à tous les systèmes de santé ou d'aide, parce que aussi il est loin de l'ensemble des offres qui pourraient lui être proposées. Donc ces cartes, on l'a pour Paris, mais aussi pour Naples, où l'on voit que le métro, qui était plutôt restreint d'une certaine façon à la partie plus historique, va se développer pour relier aussi bien la gare centrale que la gare maritime et que la gare évidemment aérienne, avec une stratégie très particulière, extrêmement audacieuse, avec une très belle ambition qui consiste à appeler pour chaque station de métro un architecte. Alvaro Siza et Eduardo Soto de Moura réalisent la station de métro Municipio, qui est la station de métro de l'Hôtel de Ville. Richard Rogers réalisera celle de l'aéroport. Et nous travaillons sur la station. C'est la métropole. Elle est parfaite. Il n'y a pas de stress. On sait exactement où on veut aller. On sait exactement. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et donc, Richard Rogers travaille, lui, sur la station de métro de l'aéroport. Donc, je vais revenir à avec l'intervention d'artistes. Pour chaque station de métro, un architecte, un artiste, ou même plusieurs artistes pour certaines. Mais pour cela, il faut qu'il y ait évidemment une république, ça veut dire en un mot une démocratie, que cette démocratie, elle soit volontaire et qu'elle veuille rassembler des territoires qui ont été, de par l'histoire ou de par la géographie, séparés. L'on voit ici, à gauche, Naples, dans sa version la plus dense, l'extension, si je puis dire, de Naples et l'ensemble de la région de Naples qui correspond sensiblement au développement du Paris à l'intérieur du boulevard périphérique, c'est-à-dire du Paris intramuros, du Paris historique, jusqu'au Paris régional qui va donc assembler l'ensemble des communes qui l'entourent. Des superpositions, il n'est pas question de comparer exactement le nombre d'habitants, il n'est pas question de comparer exactement le nombre d'hectares, c'est-à-dire que ce n'est pas une analyse de database stricto sensu. Bien sûr que les databases nourrissent toute cette réflexion et également permettent d'évaluer, de comprendre les situations, mais il s'agit plutôt d'évoquer ce sentiment et cette qualité que pourrait et que doit nous apporter la métropole. Rassembler Naples et Caserta. Caserta, c'est le château de Versailles de Naples, c'est rassembler Paris et Versailles, c'est donc créer en fait un autre territoire pour, à Paris, une douzaine de millions d'habitants, pour Naples, bientôt 4 millions d'habitants. Et tout ceci fonctionne évidemment avec l'histoire, mais aussi avec cette géographie. Naples, avec ses volcans, vous me direz que vous connaissez également ce paysage et la transformation du paysage de la ville par rapport au paysage, au grand paysage, avec ces montagnes qui vont organiser le développement de la ville, qui vont presque l'orienter et, je dirais d'une certaine façon, lui donner un sens, ou tout au moins un nouveau sens historique. La liaison entre les différents points qui permettent à cette métropole de se développer, l'aéroport, bien sûr, aéroport qui a été redéveloppé avec une nouvelle partie, mais aussi le train à grande vitesse et également la multiplication des liaisons maritimes. Donc c'est dans cette connexion et cette interconnexion que le politique joue un rôle essentiel. Ici,
le président Nicolas Sarkozy, lors du lancement du projet du Grand Paris, qui est un projet politique, qui est un projet qui se met en place. Aujourd'hui, une loi a été votée pour créer l'assemblage de ces 150 ou 180 villes qui constituent le Grand Paris. La gouvernance est en route, les discussions ne font que commencer, mais le pas a été franchi. La France, les politiques, l'ensemble des Parisiens veulent ce Grand Paris, car ce Grand Paris, ce n'est pas seulement une nouvelle ville, une nouvelle capitale, c'est aussi pour l'ensemble des métropoles, des villes de Naples, des villes de Nantes, pardon, de Strasbourg, de Marseille, de Lille, de toutes ces métropoles parisiennes. Ça montre un exemple et surtout ça crée une masse critique qui permet d'établir petit à petit un nouveau réseau métropolitain en France à partir et avec ce cœur de réseau que constitue Paris. Même chose, même stratégie en Italie. Une loi l'année dernière a été votée pour que 10 villes napolitaines, 10 villes italiennes prennent le statut de métropole, dont Naples. Et c'est donc dans cette transformation politique que s'inscrivent ces projets qui sont les projets de transport et de mise en place de ces métros avec les conséquences positives que l'on cherche à mettre en évidence. Donc Naples, pour le situer, c'est ici la station de métro Garibaldi qui se trouve exactement à l'intersection de la partie historique de la ville et de ce que l'on pourrait appeler la plaine de Naples, vers l'est, vers le Vésuve, vers le volcan du Vésuve, là où il y a du vide, car finalement ce vide qui constitue la majeure partie du territoire métropolitain, du territoire de nos métropoles, c'est une valeur. Ce n'est pas une angoisse, ce n'est pas forcément un lieu d'insécurité, c'est aussi un lieu pour que se développent des possibles au pluriel, des possibles dans leur diversité, aussi bien en dimension que dans le temps et dans l'intensité. Voilà quelques vues de cet espace où s'arrête la ville, où commence l'industrie, des vues qui sont extrêmement banales d'une certaine façon. On trouve ce type d'espace dans toutes les grandes villes, dans tous les développements métropolitains. Ce sont des espaces qui sont essentiels pour la vie et l'activité de nos cités, mais ce sont aussi des espaces qui permettent d'imaginer justement ces transformations et de les organiser par rapport à la fondation, si je puis dire, ou à l'inscription de ces nouveaux espaces d'échange et de transport. Vous avez ici, et vous allez le voir, la Piazza Garibaldi, qui est une très grande place à Naples, où va s'installer le métro en connexion et en relation avec plusieurs gares de train, celle qui est très romantique, que l'on a vue tout à l'heure, qui circule le long de la baie de Naples, mais aussi celle qui va relier les grandes métropoles napolitaines avec le train à grande vitesse, la gare nationale et les gares urbaines de transport à partir de la Piazza Garibaldi. La Piazza Garibaldi devient en fait un enjeu stratégique dans le développement de tout ce territoire. C'est un espace extrêmement, ouvert et dont l'histoire est liée en fait à la disparition, on le verra sur les images tout à l'heure, de la gare du XIXe siècle qui occupait cette partie centrale de la piazza. Ici, un bâtiment dont la structure a été dessinée par Pierluigi Nervi et qui a en fait mis en place la nouvelle gare de Naples et donc libéré cette place qui est une place qui a une histoire récente extrêmement violente. On en parlera dans quelques instants. Une vue de ce réseau souterrain où l'on voit le métro qui va s'installer ici, une première gare, une autre gare ici de RER, la gare de liaison, la gare qui se trouve au-dessus. Une chance finalement
que beaucoup de villes voudraient avoir, c'est-à-dire cette possibilité de rassembler autour d'un grand espace public plusieurs gares et donc de mettre en place l'échange entre les bus, les taxis, les vélos, les piétons, les trains, tout un ensemble donc de modes de déplacement. Aussi, petit à petit, l'État italien s'intéresse au projet, il commence à imaginer la mise en place de bras, si je puis dire, ou de links, on pourrait les appeler également comme ça, qui permettraient d'entourer la gare et d'être dans un registre relativement différent du downtown que vous avez vu tout à l'heure, mais plutôt un travail de mise en place d'un réseau d'avenues, d'un réseau qui permet de domestiquer l'arrivée de l'autoroute en centre-ville pour s'appuyer sur cette comment dirais-je, cette espèce de liaison presque organique entre les grandes autoroutes, les grandes infrastructures et la voirie de la ville. Tout ceci toujours dans cette idée que rien ne se passe sans qu'il y ait une réflexion qui se développe en liaison avec les autres modes de transport. Que ce soit, comme vous le voyez ici, lié à la ville historique, lié à la liaison évidemment plus globale avec l'aéroport, mais aussi toute la partie industrielle avec le port et la partie maritime. Un travail, ce sont des schémas qui cherchent petit à petit à mettre en place une gestion de la densité avec des volumes qui sont tout à fait schématiques, mais qui montrent que l'on peut, dans le temps, venir petit à petit sur des terrains qui n'ont aucune valeur du point de vue de l'immobilier, les transformer et leur donner non seulement une valeur économique, mais aussi une valeur sociale et également, évidemment, une valeur architecturale. Ce travail, on voit qu'il commence à être géré avec plusieurs acteurs, puisqu'il y a non seulement la société qui réalise le métro de Naples, mais aussi maintenant les chemins de fer napolitains. Il y a également le chemin de fer italien, mais il y a également la ville de Naples. Et donc petit à petit, on voit apparaître que ce n'est pas possible de travailler seul avec un seul projet. Il faut absolument mettre en place ces plateformes d'échange entre les différents acteurs, plateformes d'échange qui sont, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'ordre politique, mais qui sont aussi évidemment d'ordre social, économique et stratégique. On en parlera en conclusion de cette présentation. Aujourd'hui, on a en fait deux exemples qui traduisent ces deux stratégies. D'une part, Villejuif. Villejuif, c'est un endroit de faible densité qui se trouve au sud de Paris, c'est-à-dire que c'est un endroit qui va faire partie de la transformation de ce nouveau territoire qu'offre la métropole du Grand Paris. C'est un endroit où la notion de solidarité est essentielle, car il est marqué par un très grand bâtiment symbolique. C'est un hôpital de très grande importance, de par sa dimension, mais aussi de par le rayonnement des recherches qui s'y développent. C'est un centre national et international de recherche sur le cancer. C'est-à-dire que grâce ou à cause ou parce qu'il y a cette infrastructure hospitalière, on va pouvoir, à partir de celle-ci, imaginer un nouveau quartier, un quartier qui va permettre d'assembler, vous le verrez, des acteurs qui sont tous engagés dans la vie politique, mais qui n'ont pas forcément un sens ou une volonté du dialogue très ouvert. Donc Villejuif, c'est un parfait exemple de croisement, vous le voyez ici sur cette photo, entre deux directions. Les lignes de métro qui vont traverser Paris, qui vont passer comme ceci pour aller jusqu'à l'aéroport et jusqu'au nouveau grand campus universitaire qui se trouve au sud de la ville, et puis cette nouvelle ligne de métro qui va, elle, faire plutôt le tour de Paris. Donc Villejuif se trouve exactement à cette intersection, on le voit ici, et donc l'Institut Gustave-Roussy, l'hôpital, va donner en fait tout son sens à la mise en place d'une grande station de métro avec l'intersection de deux lignes
de métro. Ce que vous voyez sur cette image, c'est une vue en venant du sud de la capitale, avec les autoroutes qui entrent dans Paris. La tour Eiffel se trouve ici, le cœur de Paris se trouve sensiblement dans cette partie, et nous sommes ici sur un plateau très vide, car tout ce que vous avez en fait de dessiné ici, ce sont les futures silhouettes ou volumes du quartier. Donc cette station de métro va créer autour d'elle une nouvelle centralité, mais aussi un nouveau développement entre l'État français qui possède un fort historique qui se trouve dans un parc qui appartient à un département. Tout ceci se met en place sur une ville, une commune qui s'appelle Villejuif, mais l'ensemble du développement urbain est contrôlé par une association de communes, et tout ceci participe à la réflexion du Grand Paris, qui est encore une autre structure qui est auprès du Premier ministre et qui, elle, fonctionne avec des grandes sociétés de construction, en particulier pour le métro. C'est-à-dire que toutes ces structures sont nécessaires pour faire naître et germer le territoire du Grand Paris, mais toutes ces structures, finalement, sont presque autobloquantes. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas, finalement, à mettre en place un espace public partagé, c'est-à-dire un lieu, un sol, une surface, qui est une surface que tout le monde peut utiliser, que tout citoyen peut utiliser, qui constitue le sol de référence du territoire urbain, et ce sol de référence est en fait né de cet ensemble de sociétés publiques et privées qui ont en charge la création de ce nouveau quartier. Un quartier avec une très grande diversité et un quartier qui va chercher, grâce à la station de métro, d'apporter des solutions de confort, de liaison avec l'hôpital, bien sûr. C'est une station de métro profonde, vous le verrez aussi pour Naples, 50 mètres de profondeur, avec comme particularité de la lumière naturelle qui descend jusqu'à 50 mètres de profondeur et de l'air naturel qui descend lui aussi jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc l'idée, ce n'est pas non seulement de créer un lieu d'échange entre deux lignes de métro, l'idée c'est en fait de créer un repère, évidemment un abri dans la ville, mais un abri qui va se prolonger dans la profondeur de cette surface du sol pour relier les bâtiments qui vont se trouver autour. C'est-à-dire qu'on ne sera pas dans un système, je sors de mon wagon de métro, je vais directement à l'extérieur. Non, je peux aussi m'arrêter sur le chemin en montant pour trouver une partie de l'hôpital, pour trouver des espaces de coworking, des sharing spaces, d'autres équipements qui sont des databases, d'autres équipements qui sont liés à toute cette logistique urbaine qui se met en place. Donc ce que nous cherchons en fait, c'est à ce que le sous-sol, cette quatrième dimension des villes, soit aussi un lieu de vie et que ça soit finalement un nouveau type d'espace public, que ça ne soit pas qu'un lieu fonctionnel, que l'espace public continue jusque dans la profondeur de cet épiderme urbain pour qu'il nourrisse un réseau de vie, un réseau qui est absolument nécessaire pour que nos bâtiments aient des racines. Donc on voit apparaître, évidemment, sur l'espace public, des couvertures, une qui est plus basse, moins haute, afin d'abriter un marché aux fleurs ou bien un marché forain, une autre qui est plus élevée pour que les bus puissent s'arrêter et utiliser donc cet abri comme un vaste abribus, mais aussi nous n'avons pas peur de créer, d'un point de vue architectonique, d'un point de vue de l'émotion, d'un point de vue historique, une vraie profondeur, une vraie architecture, une vraie architectonique qui va permettre de passer du niveau du sol jusqu'à ces 50 mètres de profondeur avec un peu 3 épaisseurs. La première qui serait cet épiderme que j'évoquais, avec des liens qui vont ouvrir sur le parc directement à partir de la station de métro, ou tout au moins de sa partie haute, des liens qui vont ouvrir vers les bâtiments qui se trouvent autour,
Puis ensuite la descente rapide vers les quais du métro, et l'on va utiliser l'infrastructure comme un matériau, comme on utilise les structures métalliques, le verre, le béton, comme un matériau de construction. Et en fait, on n'a pas peur, mais alors pas peur du tout de l'infrastructure. Je dirais même qu'on aime l'infrastructure. Et ceci a quelques qualités, car ça permet de créer des espaces extraordinaires. On peut mettre effectivement le centre du Panthéon de Paris au cœur de cette station, et ça nous permet de créer des structures extraordinaires, pas chères, peu chères, car il n'y a rien d'autre que les structures de l'infrastructure. Et nous les organisons, nous les mettons en forme, nous leur donnons une architectonique, nous leur donnons du sens, une qualité, nous leur donnons en fait une dignité. Et c'est bien cette idée d'enracinement d'une certaine façon, d'inscription de ces infrastructures dans des lieux urbains, dans des lieux spécifiques, qui vont leur donner une spécificité, qui vont leur créer de l'identité et qui vont permettre aussi de développer une économie qui ne s'arrête pas seulement au niveau de la rue, au pied du bâtiment, mais une économie qui va en fait mettre en place, en œuvre, en évidence cette substance que j'évoquais tout à l'heure, une vingtaine de mètres en dessous du sol, une douzaine de mètres au-dessus de la rue. Tout ceci, finalement, c'est peut-être une trentaine de mètres d'épaisseur, 30 mètres d'épaisseur pour vivre ensemble, 30 mètres d'épaisseur pour être plus près, plus vite entre nous, et donc 30 mètres d'épaisseur qui modifie complètement le travail, ou plus exactement, qui le poursuit dans une autre dimension, le travail du mouvement moderne, mais ceci fera l'objet de certaines publications sur lesquelles nous travaillons, entre autres avec Frédéric Miguerou, le curator de l'architecture au Centre Pompidou à Paris, où l'on va effectivement publier un ouvrage à la fin de l'année sur cette notion de groundscape, de quatrième dimension, de substance urbaine, qui va nous permettre effectivement de lier cette métropole au-dessus du sol et par rapport à cette métropole du dessous du sol dans laquelle nous pouvons vivre, et nous pouvons en plus bien vivre, car il y a également une dimension de développement durable, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure à la fin de l'exposé. Des artistes à Naples, ici, dans chaque station de métro, une vraie volonté populaire mais politique d'utiliser dans ce cas-là le projet de métro comme étant un moyen de mettre en place une forme de paix sociale. Vous avez ici, sur la Piazza Garibaldi, on en a parlé tout à l'heure, pour des espaces d'une violence absolument insupportable. La Piazza Garibaldi, c'est un lieu de violence extrêmement important, malheureusement dramatiquement connu en Europe, puisque c'est là où a été écrit le livre Gomorrha, c'est là où en fait 150 meurtres par an étaient commis sur cette Piazza Garibaldi. Du temps de la place au XIXe siècle, lorsqu'elle était occupée par la gare centrale, évidemment les dispositifs urbains autour fonctionnaient différemment. Voilà l'état de la Piazza Garibaldi. C'est un endroit tout à fait extraordinaire. Vous avez d'un côté la ville historique de Naples avec son relief, et puis ici la nouvelle gare, la gare moderne, issue de la première partie ou la deuxième partie, disons, du XXe siècle. Et puis derrière nous, derrière le volcan du Vésuve, donc cette plaine que vous avez vue tout à l'heure pour le développement urbain. Donc vous avez en fait sur cette place un lieu de bataille absolument d'une violence incroyable concernant des questions de drogue et de trafic d'armes. Et la ville de Naples, au travers du métro, non seulement évidemment pour des questions de développement urbain, a mis en place une stratégie de façon à casser ce champ de bataille, à couper les groupes qui se trouvent sur cette partie par rapport à la mafia qui est plutôt installée sur cette partie et les autres qui se trouvent là et qui viennent
donc utiliser l'espace public en fait comme un champ de bataille. Donc il y a au travers de ces projets de développement urbain, il y a cette idée de mettre en place des systèmes évidemment de liaison entre ces différentes gares et les stations de bus, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, ceci rappelle un peu Chapultepec dans une autre dimension, mais c'est à peu près la même ambiance. C'est-à-dire que vous avez ici la gare de bus qui est une extension un petit peu liée à une extension un peu orthopédique de la gare de transport. Il n'y a aucun, si je puis dire, système de liaison simple, à niveau, confortable, rapide, immédiat entre les différents moyens de transport. C'est ce que ce projet de l'aménagement de la Piazza Garibaldi avec la place du métro développe. Ici, nous avons imaginé en fait de créer deux espaces, si je puis dire, ou deux parties à cette place. Celle-ci, en creusant, vous allez le voir, une grande galerie à ciel ouvert dans le sol de la piazza, afin d'y installer des services, des commerces, et aussi l'entrée du métro. Et de l'autre côté, sur la partie nord de la Piazza Garibaldi, évidemment une entrée de métro, mais aussi une nature naturelle, c'est-à-dire planter des arbres, alors que vous verrez, cette nature ici est plutôt une nature artificielle, car en fait, ce sont des arbres métalliques qui vont créer une protection pour l'ombre, pas pour la pluie, car à Naples, il pleut relativement peu, mais plutôt pour qu'on puisse se promener à l'ombre dans cette galerie qui est donc creusée à ciel ouvert dans la piazza. L'idée étant, vous voyez des images du chantier, donc aujourd'hui le métro fonctionne, il a été inauguré, la galerie est presque arrivée elle aussi à son achèvement, à son terme. Le lien entre la galerie et la gare va être achevé à la fin du mois de mars. Également, maintenant, nous allons développer la relation entre la gare souterraine qui se trouve ici et l'entrée du métro, afin que petit à petit, ce système souterrain soit complètement relié, tant au-dessus de la Piazza Garibaldi qu'en dessus. Et donc, il y a là aussi quelques évocations entre le naturel et l'artificiel, entre ces arbres que l'on a plantés et qui vont nous être utilisés aussi bien pour lier le sol au niveau de la piazza que le sol au niveau de la Galleria, c'est-à-dire en fait de montrer que le sol n'est plus un plan comme nous l'a appris le mouvement moderne, mais que le sol aujourd'hui est un système de plans qui sont reliés les uns entre les autres, et que c'est en fait l'architecture, la physicalité du traitement, si je puis dire, de ces ensembles urbains qui va donner la réalité et la perception du sol, du territoire de la métropole. Vous voyez donc cette stratégie aussi, c'est pour que l'ensemble de ces dispositifs qui se trouvent 8 à 9 mètres en dessous du niveau des rues, le long des bâtiments, soit aussi, comment dirais-je, dans cette espèce de sympathie ou d'empathie entre le dessus et le dessous, entre ce que l'on peut développer de façon momentanée ou événementielle sur une partie, que l'on va retrouver avec un autre dispositif qui lui va fonctionner par exemple jour et nuit, dans un ensemble qui va effectivement créer cette intensité urbaine et qui va permettre de partager cet espace public entre différentes populations, différents usages, différents moments de l'année ou moments de la journée. Donc vous voyez que ce travail, c'est également un travail de respect, de mise en valeur et de sensibilité par rapport au patrimoine. La ville historique n'est pas du tout cachée, elle n'est pas du tout seconde par rapport à l'infrastructure. L'infrastructure, au contraire, met en scène cette ville historique. Elle est dans le respect patrimonial, elle trouve même sa source, si je puis dire, dans cette relation avec le patrimoine. On voit ici les aménagements, petit à petit, qui sont réalisés. Cette image est vraie et fausse, car une partie de la galerie
et comme vous l'avez vu, les arbres sont déjà réalisés, d'autres parties sont en travaux. Vous avez également des systèmes qui, eux, sont strictement de design d'une certaine façon, c'est-à-dire que l'ensemble des surfaces sont habillées en aluminium polymiroir qui vont permettre de conduire cette lumière naturelle jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur, c'est-à-dire ici, là où se trouve là où se trouve le métro. Je ne sais pas. Je sais pas où je suis alors. C'est où? Je ne sais pas où je suis. Ah, merci. Pardon. Donc, de conduire la lumière jusqu'à cette profondeur et donc jusqu'au quai du métro avec des dispositifs où là aussi les infrastructures ne sont encore une fois pas nos ennemis, mais au contraire nous permettent d'avancer, ou tout au moins de mettre en place. Oui, voilà. Ok, de mettre en place justement ces dispositifs qui prolongent l'espace public jusque dans la profondeur donc, de ce sol métropolitain. Voilà, donc quelques vues. Je passe rapidement parce que j'étais assez long, je m'en excuse. Vous voyez que un travail là aussi avec un grand artiste, Pistoletto. Vous voyez ici Pistoletto qui est devant deux grandes fresques à peu près 3 mètres ou 4 mètres de hauteur sur plus de 30 mètres de longueur. Ces deux grandes fresques parlent du voyage, c'est-à-dire que ici vous avez des vraies personnes et là vous avez collé ou dessiné sur le miroir des vraies fausses personnes. En fait, on ne sait pas où s'arrête la limite de la gare. On ne sait pas si l'on est dans une gare en grande profondeur ou tout simplement dans une gare d'échange au niveau de la rue. Tout ceci pour venir à cette conclusion où, aussi bien à Paris, où l'atelier du Grand Paris offre une structure et maintenant la préfiguration du Grand Paris offre aussi des structures et des lieux d'échange entre les politiques, entre évidemment les investisseurs, entre l'ensemble de ceux qui ont à gérer la cité du point de vue administratif, juridique et financier également, les investisseurs, les architectes, les urbanistes, les designers, les artistes, etc. Et c'est bien ces lieux qu'il faut mettre en place dans nos métropoles, car ce sont ces lieux de convergence, ce sont ces lieux où l'on peut présenter les projets, ici les projets de la ville de Paris par exemple, ou bien ce collage qui forme un peu une image géographique en termes de conclusion de l'exposé, où vous avez en premier plan ce que vous voyez, c'est comme si je voyais Grand Paris, Grand Naples dans une seule image à partir de la Tour Eiffel. Je suis là en haut de la Tour Eiffel, je vois le Palais de Chaillot ici, et je vois plus loin, avec un morceau de Paris, Grand Naples et le Vésuve à l'extrémité. Donc il s'agit bien de mettre en place une réflexion qui est une réflexion, comment dirais-je, fictionnelle, mais en même temps très très opérationnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un travail utopique. On est dans un travail de production à partir de projets réels, à partir d'une expertise professionnelle. Nous sommes dans un travail de produire des fictions qui permettent à chacun, à chaque citoyen, à chaque politique de voir, de mesurer, de comprendre que la métropole est un nouveau monde, que c'est un monde qui peut être certainement le meilleur des mondes, mais il faut le faire ensemble, en haut, en bas, à droite et à gauche. Merci. Muchas gracias. Les invitamos a participar en el resto de las actividades del día de hoy de Mextrópoli. A las 4 de la tarde, en la calle Doctor Mora, el Ágora Móvil La Ciudad, al igual que la radio móvil con alumnos del 40.